Tout commence par l'étendue infinie de l'océan. La mer est calme, presque trop silencieuse. Le ciel, d'un gris uniforme, semble peser sur les eaux. Nous sommes 5, coincés sur un canot de sauvetage depuis 8 jours, à dériver sans but après le naufrage de notre cargo. Ma peau est brûlée par le soleil, mes lèvres gercées, et chaque gorgée d'eau rationnée me brûle la gorge. Je suis Samuel, ingénieur de 32 ans. Le canot est petit, surchargé. Anna, une biologiste, regarde l'horizon, perdue dans ses pensées. Marco, le mécanicien, joue nerveusement avec un couteau. Claire, une infirmière, essaie de soigner la plaie infectée de Léo, le plus jeune d'entre nous, âgé de 19 ans. Le désespoir est palpable, nous savons que nos chances de survie diminuent chaque jour. Alors que je scrute l'horizon pour la énième fois, un cri d'Anna me fait sursauter. Là-bas, quelque chose. Je plisse les yeux et vois une silhouette sombre sur l'eau. Une épave, peut-être, mais plus nous nous approchons, plus les contours se précisent. C'est un navire gigantesque, intact, immobile. Le navire se dresse devant nous, une ombre massive sur l'eau. Il est ancien, rouillé, mais étrangement intact pour un bâtiment de cette taille. Ses voiles pendouillent comme des linceuls, et son drapeau, décoloré, ne porte aucun emblème. Nous ramons en silence, une tension grandissante dans l'air. Quand nous atteignons le flanc du navire, Marco prend la tête, agrippant une corde pour grimper. Je le suis, mes mains glissant sur la corde humide et usée. L'odeur de moisissure et de sel envahit mes narines. Une fois à bord, le silence est assourdissant. Pas de mouvement, pas de signe de vie. Les couloirs sont sombres, les murs recouverts de moisissure. Mais le plus étrange, c'est la propreté du pont. Pas une trace d'abandon récent. Nous décidons de nous séparer pour explorer. Chaque pas résonne, brisant le silence oppressant. Je descends dans les entrailles du navire, une lampe à la main. Les couloirs semblent sans fin, une succession de portes closes. J'entre dans une cabine, où une vieille table est encore dressée avec des assiettes poussiéreuses. Une chaise est renversée. Sur la table, un journal de bord attire mon attention. Les pages, jaunies, sont couvertes d'une écriture presque illisible. Je déchiffre quelques mots, tempête imprévue. Passager disparu, quelque chose à bord. Un bruit sourd me fait sursauter. Je me retourne, mais rien. Juste une porte qui oscille lentement. Anna nous appelle d'un couloir inférieur. Lorsque nous la rejoignons, elle est pétrifiée devant une porte en fer lourdement verrouillée. Marco force l'entrée. À l'intérieur, des corps. Des dizaines, peut-être des centaines. Des cadavres momifiés, empilés, leurs visages figés dans une expression de terreur. L'odeur est insupportable. Claire étouffe un cri. Nous ne comprenons pas. Que s'est-il passé ici? Une épidémie? Une mutinerie? Marco trouve une inscription gravée sur le mur, que celui qui entre ici soit prêt à affronter l'obscurité. Alors que nous décidons de quitter la pièce, le navire tangue brusquement. Le ciel s'est obscurci, et des éclairs illuminent l'horizon. Une tempête approche, aussi soudaine qu'inexplicable. Nous nous regroupons sur le pont, mais il est trop tard pour évacuer. La mer rugit, et le navire, auparavant immobile, commence à dériver. Je sens une présence, pas une personne, mais quelque chose d'invisible, qui nous observe. La tempête fait rage dehors, et le navire semble s'animer, ses murs gémissant sous les assauts du vent et des vagues. Nous descendons à nouveau dans les entrailles du bâtiment, cherchant désespérément un endroit sûr où nous réfugier. Le canot est hors de portée. La mer démontée nous a piégés ici. Chaque couloir que nous traversons semble identique. Le bois grince sous nos pas, et l'air est lourd, chargé d'une odeur de pourriture et de sel rance. Nous nous retrouvons devant une grande salle remplie de lits superposés. Cela ressemble à un dortoir. Des uniformes déchirés pendent sur des crochets rouillés, comme des fantômes suspendus. Marco murmure, on dirait que tout le monde a quitté ce navire en hâte, ou qu'ils n'ont jamais eu le temps de partir. Je m'approche d'un lit. Une couverture est encore soigneusement pliée, mais une trace de main noircie est visible sur l'oreiller. Léo, affaibli par sa plaie infectée, s'effondre sur un matelas. Claire essaie de le soigner, mais l'atmosphère du navire semble aspirer nos forces. En explorant un bureau à l'arrière du dortoir, je tombe sur une horloge. Ses aiguilles sont figées à 2h17. Une étrange sensation me parcourt, ce moment précis semble figé dans le temps, comme si tout à bord s'était arrêté à cet instant. Anna, qui a pris l'habitude de noter chaque découverte dans son carnet, pointe quelque chose du doigt, une carte maritime sur le mur. Ce navire n'aurait jamais dû être ici, murmure-t-elle. La carte indique une route maritime traversant des eaux considérées comme infranchissables. Mais ce qui attire notre attention, c'est une annotation griffonnée dans un coin, interdit. Ne pas s'approcher.
Le doute s'installe. Qu'est-ce qui a conduit ce navire dans ces eaux? Cette nuit-là, personne ne dort. Le navire tangue doucement, mais le silence pesant est pire que la tempête. Je suis assis près d'une porte entr'ouverte, écoutant le clapotis de l'eau contre la coque. Un bruit, un frottement, presque imperceptible, résonne au fond du couloir. Je m'avance avec ma lampe. C'est là que je le vois. Une silhouette indistincte, faite d'ombres mouvantes, se tient au bout du couloir. Pas d'yeux, pas de traits distincts, mais une présence terrifiante qui glace mon sang. Je recule, trébuchant, et m'écrase contre le mur. Quand je regarde à nouveau, elle a disparu. Mais la terreur persiste. Le lendemain, Marco découvre un coffre rouillé dans une cabine. À l'intérieur, un journal intime appartenant à un certain capitaine Morlaix. Les pages décrivent une série d'événements troublants. Plus loin, et enfin, une dernière phrase, écrite avec une encre tremblante, Claire referme le journal, les mains tremblantes. Nous décidons de quitter les cabines pour explorer les cales, espérant trouver des provisions ou un moyen de communication. Mais plus nous descendons, plus l'air devient glacial. Dans la cale, nous découvrons des chaînes rouillées pendantes, comme si elles attendaient de capturer quelque chose, ou quelqu'un. Marco s'avance et déclenche un mécanisme. Une porte se referme brusquement derrière nous, nous plongeant dans l'obscurité totale. Je hurle pour qu'on allume une lampe. Quand la lumière vacillante éclaire la pièce, je réalise que nous sommes enfermés avec des dizaines de statues. Non, pas des statues. Des corps pétrifiés, figés dans des postures d'effroi, leurs bouches grandes ouvertes. La tension éclate parmi nous. Marco accuse Anna d'avoir insisté pour explorer. Anna riposte, accusant Marco de nous avoir piégés ici. Pendant ce temps, Léo devient de plus en plus faible. Claire fait tout pour le réconforter, mais ses forces faiblissent. On doit quitter ce navire, crie Marco. Mais quitter le navire n'est plus une option. À chaque tentative de remonter, les escaliers changent de direction, les portes mènent à d'autres couloirs, et le pont semble toujours inaccessible. Une nuit, alors que nous tentons de trouver une issue, Léo s'effondre. Claire le serre contre elle, mais il murmure. Je les vois. Ils sont partout. Léo rend son dernier souffle, et Claire s'effondre en sanglots. Sa mort marque un tournant. Nous décidons de brûler le corps pour empêcher, quoi que ce soit de le prendre. Alors que nous nous approchons de la salle des machines, nous trouvons une pièce remplie de provisions. Une lueur d'espoir. Nous mangeons en silence, mais je sens que le navire n'a pas dit son dernier mot. Le sol se met à vibrer, et un bruit sourd résonne dans tout le bâtiment. Quelque chose arrive. Les vibrations deviennent plus intenses. Chaque coup résonne comme le battement d'un cœur géant, provenant des profondeurs du navire. Marco, déterminé à comprendre, force la porte menant à la salle des machines. Là-bas, nous découvrons une structure qui dépasse toute logique humaine. Des engrenages massifs, faits d'un métal noir brillant, tournent lentement. Mais ce n'est pas ça qui nous glace le sang. Au centre, une masse informe, pulsante, semble vivante. Des ombres dansent autour d'elle, se tordant comme si elle nous observait. Anna s'approche avec prudence, mais un cri s'échappe de ses lèvres. Ce n'est pas une machine. L'entité émet une faible lumière, et des murmures indistincts emplissent l'air. Une force invisible nous pousse à reculer. Claire, terrifiée, serre la main de Marco. C'est ça qui contrôle tout, murmure-t-elle. Le navire, c'est elle. Nous décidons de nous éloigner de la salle des machines, mais une fois dehors, les couloirs semblent avoir changé à nouveau. Les murs sont plus étroits, comme s'ils se refermaient sur nous. Alors que nous progressons, une porte s'ouvre d'elle-même, révélant un tableau qui nous paralyse. Un banquet, une grande table dressée avec des plats immaculés, intacts malgré l'état de délabrement du navire. Mais ce n'est pas l'abondance de nourriture qui nous terrifie. Autour de la table, des silhouettes humaines figées dans des postures grotesques, comme si elles avaient été pétrifiées en pleine agonie. Marco s'approche pour inspecter un corps, mais dès qu'il touche la table, les lumières vacillent. Une voix, douce et insidieuse, résonne dans nos têtes. Anna, en larmes, tombe à genoux. On est condamné. Nous comprenons que l'entité exige quelque chose en échange de notre liberté. Mais quoi? Marco, qui a toujours été le plus pragmatique, propose une solution effrayante. Si le navire veut une vie, alors, Claire l'interrompt, horrifiée. Non. Nous ne sommes pas comme ça. Le dilemme moral déchire notre groupe. Nous savons qu'aucun de nous ne veut mourir, mais l'idée de sacrifier quelqu'un est insupportable. C'est Anna qui brise le silence. Je vais le faire. Ces mots résonnent comme une sentence. Nous conduisons Anna vers la salle des machines, chacun retenant ses larmes. Elle marche avec une étrange sérénité, comme si elle acceptait son sort.
Arrivée devant la masse pulsante, elle se tourne vers nous. Si ça vous permet de vivre, alors ma mort ne sera pas vaine. Nous la regardons disparaître dans les ombres. La lumière de l'entité s'intensifie, et une secousse parcourt le navire. Puis, tout s'arrête. Un silence oppressant s'installe. Après le sacrifice d'Anna, les couloirs cessent de changer. Nous retrouvons enfin le chemin du pont supérieur. Mais ce n'est pas une victoire, nous portons le poids de son choix, et le sentiment d'avoir trahi notre humanité nous ronge. Sur le pont, la tempête s'est calmée. L'océan est étrangement paisible, et au loin, nous apercevons notre canot toujours attaché. Mais alors que nous commençons à descendre, une autre présence se manifeste. Le navire ne semble pas prêt à nous laisser partir si facilement. Les ombres, qui nous avaient jusqu'ici simplement observées, commencent à se matérialiser. Elles prennent des formes vaguement humaines, leurs visages déformés par une douleur indicible. Nous courons vers le canot, mais elles nous poursuivent. Marco, toujours en tête, se retourne avec le fusil trouvé plus tôt et tire, mais les balles traversent les ombres sans effet. Alors que nous atteignons la corde menant au canot, l'une des ombres attrape Claire. Elle hurle, luttant de toutes ses forces. Marco hésite un instant, puis plonge pour l'aider. Je reste figé, le cœur battant à tout rompre. Marco parvient à libérer Claire, mais au prix de sa propre vie. Les ombres se referment sur lui, l'entraînant dans les profondeurs du navire. Je prends la main de Claire, et nous descendons en catastrophe dans le canot. Le moteur démarre miraculeusement, et nous nous éloignons du navire. Au loin, la silhouette massive du bâtiment s'efface peu à peu dans le brouillard. Le silence revient, Claire et moi sommes seuls, dérivant au gré des vagues. Nous avons été secourus quelques jours plus tard, trouvés à la dérive par un cargo. Chaque nuit, je rêve du navire, des ombres, du sacrifice d'Anna et du courage de Marco. Je suis en vie, mais une partie de moi est restée sur ce maudit navire. Et parfois, lorsque je fixe l'océan, il me semble entendre un murmure, un appel venant des profondeurs. Le navire fantôme attend. Et je sais qu'il attendra toujours.